Dès qu'il quitte Moscou pour Paris, il est dans les studios de TV Liberté. Xavier Moreau, bonjour. Bonjour. C'est spécialiste de la Russie, consultant. On vous connaît bien et c'est aujourd'hui l'occasion de faire un point sur la situation en Russie et puis aussi au lendemain du G7 où quelques jours avant ce G7, Vladimir Poutine a été reçu au fort de Brégançon par Emmanuel Macron qui a de fait clairement indiqué que le président russe n'est pas, comme l'a affirmé récemment Libération, je cite, l'ennemi déclaré de la France. Alors est-ce que vous dites bravo Emmanuel Macron ? Non, je dirais pas bravo Emmanuel Macron parce que j'attends de voir. J'ai fait partie de ceux, malgré toutes les préventions qu'on avait vis-à-vis d'Emmanuel Macron, qui, lorsqu'il a invité il y a 2 ans Vladimir Poutine au château de Versailles, s'est dit tiens, peut-être qu'après avoir endossé le costume du président de la Ve République, il a décidé de dépasser ses limites ou les limites qu'on pouvait lui imaginer. Et de la même manière, quand il a invité Donald Trump le 14 juillet, ce qui était à contre-courant de l'anti-trumpisme général. Et en fait, ça n'a abouti à rien. Voilà. De la même manière que lorsque la Russie s'est adressée à la France après le Bataclan, après Charlie, en disant on peut vous aider à combattre le terrorisme, on sait où ils sont, on sait d'où ça vient, eh bien finalement il n'y a aucune collaboration et il n'y a rien eu. Donc là que Emmanuel Macron se fasse une grosse opération de communication pour se présenter comme une espèce de nouveau De Gaulle, honnêtement j'attends de voir et je n'ai rien entendu qui m'ait impressionné. Voilà. Est-ce que vous ne pensez pas quand même que le président français est en train d'imaginer un destin européen à la Russie à un moment où on voit bien que celle-ci se tourne plutôt vers l'Asie. Est-ce qu'il a peut-être ce sentiment-là ou non ? Je pense que oui, mais le problème c'est qu'on ne met pas la même chose dans le terme Europe. Si c'est un destin Union européenne, ça n'intéresse pas surtout le modèle libéral européen occidental que condamnait justement Vladimir Poutine. Ça n'intéresse pas les Russes, ça n'intéresse pas Vladimir Poutine. Je crois plutôt que Emmanuel Macron essaie de se positionner lui un peu comme un entremetteur entre l'Amérique déclinante, la Chine toute puissante et puis une Russie qui s'affirme de plus en plus, comme il l'a d'ailleurs reconnu. Ça c'est quand même quelque chose qui est une bonne chose, c'est qu'il a reconnu qu'en fait l'Occident n'aurait plus jamais la puissance qu'il a connue jusque-là et qu'il fallait compter avec des pays comme la Chine et que la stratégie russe fonctionnait, etc., etc. Il a fait un constat que de toute manière il est bien obligé de faire. Alors, je pense que au Quai d'Orsay, dans les chancelleries qui sont très anti-russes, ça va provoquer un choc, mais à mon avis il n'y aura rien derrière. Je vous le dis honnêtement, je pense qu'il n'y aura rien derrière. Alors, de nombreuses voix, néanmoins, à travers cette visite, il y a des gens qui ne sont pas restés en n'y croyant pas, au contraire. Ils ont été très inquiets, ils ont dénoncé cette invitation du président Macron à Vladimir Poutine. Je cite une tribune du Monde, le quotidien. « Inviter Poutine, c'est en substance le conforter dans ses positions agressives ». Notamment en matière de politique nationale. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Mais moi, je ne trouve pas que la Russie est un positionnement agressif. Si vous voyez tous les conflits dans lesquels elle prend part plus ou moins, de manière plus ou moins importante, elle a toujours une politique de réaction. La Russie réintègre la Crimée. Après, parce qu'il y a eu Maïdan. Qui a soutenu Maïdan ? Qui n'a pas tenu sa signature dans l'accord de sortie de crise des 20 et 21 février 2014 ? C'est la France, Laurent Fabius, c'est le ministre des Affaires étrangères polonais Sikorski et le ministre des Affaires étrangères allemand qui était déjà Steinmeier à l'époque. Donc la politique de la Russie est systématiquement en réaction, qui fomente une révolution takfiriste en Syrie. C'est pas la Russie. La Russie vient à l'aide d'un État légal qu'il a appelé Aled, qui occupe illégalement une partie du territoire syrien de manière militaire. C'est la France, les États-Unis, puisqu'ils n'ont pas été invités par Damas et il n'y a eu aucune résolution des Nations Unies qui autoriserait la présence de troupes françaises dans cette région de la Syrie. Donc en fait, encore une fois, la Russie est plutôt dans une position plutôt mesurée et ça se voit notamment dans le fait que pour l'instant le Donbass fait toujours partie, y compris selon les autorités russes, de l'Ukraine. On va quitter quand même 2 secondes la scène internationale pour revenir sur la position agressive. La Tribune du Monde cite bien évidemment cible la répression de l'opposition à Moscou. La police moscovite a arrêté 1300 manifestants anti-Poutine. Ça, c'est quand même un argument très fort des opposants.
Oui, mais alors, Poutine. Écoutez, la question c'est de quoi je me mêle. En quoi les journalistes du Monde... c'est une tribune. Oui, enfin c'est une tribune. Bon, c'est très gentil, mais on n'a pas à se mêler des affaires des autres. La question c'est, le journaliste du Monde, il peut dire ce qu'il veut. Le problème c'est que c'est quand c'est le Quai d'Orsay qui, une semaine avant que Vladimir Poutine rencontre Emmanuel Macron, fait 2 communiqués. Un pour dénoncer la répression soi-disant de l'opposition à Moscou, et 2 pour condamner l'offensive d'Idlib contre les takfiristes. Donc, si vous voulez, est-ce que c'est quoi? C'est le but, c'est de saboter la rencontre de Macron? Est-ce que Macron contrôle son Quai d'Orsay? Ou est-ce que c'est son opinion? C'est ça la question. Aujourd'hui que je me pose, c'est ça. C'est est-ce que finalement Macron est un peu comme Trump, où il a une administration des affaires étrangères qui font ce qu'ils veulent, y compris contre les décisions du président, ou est-ce que c'est la volonté de Macron? Et dans ce cas, il est encore plus limité dans sa politique étrangère que je l'imaginais. C'est-à-dire qu'il pense qu'il peut encore tenir un discours de donneur de leçons après la répression sanglante des Gilets jaunes. Moi, j'ai trouvé que Poutine était extrêmement mesuré. Moi, à la place de Vladimir Poutine, j'aurais dit oui, vous avez crevé les yeux de 21 de vos citoyens, vous avez arraché 5 mains. Voilà, donc peut-être que c'est... Vous savez qu'on dit que cet argument ne tient pas, je me fais toujours l'avocat du diable, je précise, on dit que cet argument ne tient pas parce que les Gilets jaunes, eh bien, ils ont protesté, mais ils peuvent se présenter aux élections, ils sont présentés des listes aux européennes, ils se présenteront certainement aux municipales dans beaucoup de villes. Alors que là, à Moscou, les opposants arrêtés étaient venus protester contre le blocage des candidats de l'opposition aux élections de la Douma municipale. Donc, il y a véritablement un acte qui est qualifié d'antidémocratique. Alors, je ne suis pas d'accord à la fois sur cette vision de la France et cette vision de la Russie. Tout d'abord, le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement constituant. Ce n'est pas un mouvement qui vise à être représenté par un parti aux élections, puisque justement, il y a un mouvement des Gilets jaunes, puisque le système représentatif en France ne fonctionne pas. Donc, quand Emmanuel Macron répond à Vladimir Poutine, oui, vous, comment dire, nous, les Gilets jaunes pourront se présenter, mais les Gilets jaunes, les vrais, authentiques, ne veulent pas se présenter. Ils sont dehors parce que le système de représentation ne fonctionne pas. Et la preuve, c'est qu'alors que c'est le plus grand mouvement populaire depuis longtemps, il n'y aura pas d'élus Gilets jaunes. Donc c'est justement ce système qui ne fonctionne pas. Quant au côté russe, il y aura des candidats d'opposition. Simplement, en Russie, pour être candidat, il faut avoir 5000 signatures de citoyens. Bon, il y a des partis, la plupart des partis l'auront. Et comme l'a dit Vladimir Poutine, il y a moins de gens à qui on a refusé la candidature cette année que lors de l'élection précédente. Et il faut voir que ces opposants qui sont arrivés avec des signatures qui étaient des âmes mortes, on disait Myrtle Douche et les âmes mortes de Gogol, ils l'ont fait délibérément. Et je pense que l'opposition dite libérale en Russie, qui ne représente rien, cette opposition savait qu'elle allait avoir un mauvais résultat, et finalement ils se sont dit que c'était un moyen de faire sortir les gens dans la rue. Et ça a été un échec, et les gens ont été arrêtés parce qu'ils sortaient de manière dans des manifestations non autorisées. Ils ont été arrêtés, mais on ne leur a pas crevé les yeux. On ne les a pas matraqués de manière éhontée, comme ce que j'ai pu observer lorsque moi, puisque personnellement j'étais avec les Gilets jaunes dans la rue. Voilà. Et de toute manière, on m'aurait arrêté parce que j'étais à une manifestation non autorisée, je ne me serais pas plaint. On savait très bien ce qu'on faisait quand on était dans la rue. Oui, ce qu'on fait est illégal, mais on n'a pas le choix. Le système de représentation ne fonctionne plus, donc il nous reste quoi? Il nous reste la rue. Voilà. Et d'ailleurs, je veux vous dire que la répression a été sanglante en France, elle a fonctionné, mais quoi qu'il arrive, pour l'instant, les classes productives, je dirais, la seule chose qui leur reste, c'est la rue. Cette question de liberté, elle est importante parce que vous comprenez bien qu'elle alimente la petite musique, la rengaine. Ouais. La Russie ne suit pas le chemin de la démocratie qu'on avait ouvert avec Helsinki dans l'esprit de certains, notamment par exemple du président du Conseil européen, Donald Tusk. Tusk, c'est Donald Duck, et on va dire donc Donald... Non, on va dire Tusk. Disons Tusk. Mais déjà, il faut voir une chose, c'est que ce que vous dites n'est pas vrai, dans le sens où la Russie respecte les règles démocratiques. Et d'ailleurs, la contestation qui est constructive à Moscou, c'est de dire 5000 signatures, c'est trop.
Et c'est pas nécessaire. Ça pourrait être 500, ce serait largement suffisant. Et est-ce que nous, on accepterait de la part de la Russie une critique de notre système qui exige que les candidats à l'élection présidentielle aient 500 signatures de maires, ce qui est beaucoup plus compliqué à obtenir que 5000 signatures de citoyens. Moi, je n'accepterais pas que les Russes nous donnent des leçons de démocratie. En revanche, je comprends très bien, et je suis content qu'ils le fassent, lorsque, comme l'a fait Vladimir Poutine, c'est-à-dire que quand vous avez une journaliste de BFM TV qui joue les donneuses de leçons, eh bien, on se fait renvoyer dans les buts, surtout qu'en plus, BFM TV est un pilier du régime d'Emmanuel Macron. Donc, ils sont vraiment mal placés pour donner des leçons de démocratie à la Russie. Et je voulais rajouter, c'est qu'on nous avait promis dans tous les médias de gauche, en France, en gros, 98% des médias, qu'il y allait y avoir une suite de manifestations. Il n'y a eu personne samedi dernier. Il n'y avait personne le samedi d'avant. Il n'y aura personne samedi prochain. Et dans 15 jours, c'est les élections municipales. Et l'affaire est terminée. Donc ces gens qui étaient dans la rue ne représentent rien. Voilà. Pas grand-chose. Sur le plan international, que répondez-vous à ceux qui évoquent, je cite, que le gouvernement russe met ses concitoyens sur la paille pour pouvoir disposer d'immenses flux financiers pour mener une politique agressive, on retrouve encore ce terme-là, en Syrie. On va même plus loin, on dit, voilà, la politique de Vladimir Poutine, c'est argent et intimidation. Bon, déjà, la population russe n'est pas sur la paille. La Russie connaît actuellement une richesse, et sa population une richesse comme elle n'a jamais connue dans son histoire, il faut bien le dire. Les choses vont en s'améliorant. L'économie russe est en train de changer structurellement, c'est-à-dire qu'on était passé sur une économie fondée sur la consommation, plutôt modèle français, une économie qui va être fondée sur la production. En tout cas, c'est la volonté. Voilà. Donc ça change. C'était possible grâce aux sanctions. C'était possible parce que la Banque centrale, il y a 5 ans, a laissé filer le rouble. Donc il y a une grosse dévaluation. Et donc ça a rendu l'économie russe compétitive. Donc maintenant, il y a tout à reconstruire. Enfin, ça a déjà bien commencé, notamment dans le domaine agricole. Donc la situation russe est positive comme elle ne l'a jamais été dans toute l'histoire de la Russie. J'insiste bien là-dessus. À côté de ça, je vois pas de ruine que risquerait la Russie. Le fonds du bien-être national est à 150 milliards de dollars. La Russie aura refait ses réserves complètement d'avant 2008. D'avant 2008, c'est à 600 milliards de dollars peut-être dans les 6 mois, 1 an qui viennent. Elle a les 3e réserves au monde devant l'Arabie Saoudite désormais. Donc je vois pas... et encore une fois, en PIB, en parité de pouvoir d'achat, la Russie est devant la France. Ça aussi, il faut bien souligner. Donc voilà, c'est la situation économique en Russie extrêmement saine. Elle n'est pas parfaite, il y a des tas de choses qui fonctionnent pas. On pourra en parler, mais je pense que ça pourrait être l'objet d'une émission à soi tout seul. Non, il n'y a pas de sacrifice à faire. Et quant au budget de la défense, excusez-moi, il est tout à fait raisonnable. Surtout que je vous rappelle que pendant toutes les années 90 jusqu'à quasiment au milieu des années 2000, il n'y a pas eu d'investissement dans l'armée. Aujourd'hui, c'est des investissements de rattrapage. Mais là, la plupart des grands programmes de réarmement ont été achevés. Et Vladimir Poutine l'a annoncé, le budget de la défense va baisser. Il avait déjà baissé en 2015. Parce que justement la situation économique était difficile, donc on a baissé les différents là où c'était possible, dont la défense. Mais ça met pas du tout en jeu comme c'était à l'époque de l'Union soviétique où je crois que c'était 25% du PIB. Là on doit être je sais pas entre 3 et 4%, ce qui dans encore une fois une perspective de rattrapage des années 90 et début des années 2000 où il y a rien eu d'investi n'est pas délirant. Alors, on revient sur la scène internationale, reste en suspens la question de la Crimée, qui justifie les sanctions contre la Russie. Pensez-vous que Poutine puisse évoluer sur ce point précis de l'annexion de la Crimée en 2014 ? Ou est-ce que vous considérez, comme certains, que la Russie, finalement, elle est plus touchée très dramatiquement par les sanctions européennes ? Oui, donc la première question sur la Crimée, non, la Crimée c'est terminé, c'est russe. Donc c'est russe déjà fondamentalement et c'est russe juridiquement et ça restera à moins que la Russie disparaisse. Voilà, on est une 3e guerre mondiale. Dans ce cas, je crois qu'il n'y a pas que la Russie qui disparaîtrait. Donc la Crimée est russe et d'ailleurs... vous pensez que ce n'est que justice ? Et ce n'est que justice. Oui, c'est comme l'Alsace-Lorraine. C'est pareil.
C'est comme le Kosovo, tôt ou tard, reviendra à la Serbie, j'en suis persuadé. Il faut voir différentes choses sur la Crimée en soi. Quelle position pour la France par rapport à la Crimée? C'est de dire c'est un problème russo-ukrainien. Et ça finira comme ça. Tôt ou tard, si l'Ukraine existe encore dans les années qui viennent, la Russie fera un chèque, je sais pas, il y aura un accord général et l'Ukraine reconnaîtra que la Crimée ne lui appartient plus. Et je vous rappelle encore une fois, Crimée et Sébastopol. Sébastopol a toujours fait partie de la Russie. Ça a été pris par un coup de force qui n'a pas dérangé les Occidentaux en 1992, puisque quand Khrouchtchev donne la Crimée, il ne donne pas Sébastopol, qui est rattaché à la République socialiste fédérative de Russie. Donc après, on peut apporter beaucoup de nuances, justement, à ce genre d'affirmation. Les sanctions, aujourd'hui, les Russes s'en moquent. Et en plus, moi, je fais partie de ceux... Je ne suis pas le seul, notamment quelqu'un comme Alexandre Latsa, qui est favorable aux sanctions. Et je vais vous dire d'ailleurs, même si demain la France lève les sanctions, ça pourrait être un signe, autre chose que du bavardage d'Emmanuel Macron, c'est soit de dire la vérité sur les MH17, le Boeing abattu par l'armée ukrainienne, soit de sortir des sanctions. Ça, ce serait un signe fort. Voilà, c'est comme de sortir du commandement intégré de l'OTAN en 1966. Donc, en sortant en mettant ce genre de signe fort, eh bien, la France se retire du problème de la Crimée. C'est-à-dire que vous réglez ça entre la Russie et l'Ukraine. Et nous, on ne met pas de sanctions, c'est pas nos oignons. Occupez-vous-en. Et ça, c'est la première chose à faire. Et surtout, par rapport justement à ce qui est dit, la position officielle, je vous rappelle, des signataires des accords de Minsk ou des garants des accords de Minsk, c'est de dire que ça concerne le Donbass. Donc la Crimée ne fait partie d'aucun accord spécifique, d'exigence spécifique. Et honnêtement, vous parlez, et j'en ai même parlé un jour à un sénateur socialiste à l'époque de la Crimée, j'en ai parlé avec d'autres députés de différents partis, tout le monde a bien compris que la Crimée, c'est la Russie. Voilà. Maintenant, il est normal que dans le jeu international, surtout il y en a il y a un anti-russisme rabique, il est normal que certains remettent ça sur la table, mais c'est terminé. La Crimée est russe. Le Donbass, on va voir. Il y a deux scénarios possibles aujourd'hui, soit la disparition de l'Ukraine, si Zelensky ne fait rien, soit sa fédéralisation, ce qui sera aussi une victoire russe. Donc, dans les deux cas, on peut être russe, enfin appartenir au monde russe, sans faire partie de la Russie. Alors, c'est cas, vous parlez bien sûr d'un autre dossier, c'est celui de l'Ukraine. Et là encore, Donald Tusk, je le cite à nouveau, a déclaré à Biarritz, dans le cadre du G7, tout au moins un petit peu avant, que plutôt que de réintégrer la Russie dans le G7, on ferait mieux d'inviter l'Ukraine, l'ancien acteur comique Volodymyr Zelensky, qui est le président nouvellement élu. L'Ukraine, là aussi, c'est le statu quo. C'est le statu quo. Alors le problème, c'est que l'Ukraine s'est déjà pris plusieurs fois depuis le début de l'année ce fameux mur de 2019 que j'avais évoqué l'année dernière. Le choc principal, ça a été justement l'élection de Zelensky à 75%. Contre le président sortant et le parti de la guerre. Et là, il y a les autres murs qui sont en train d'arriver. Le choc énergétique avec la fin du transit gazier. La question de savoir qui va payer le gaz pour les Ukrainiens l'hiver prochain. Et également la dette abyssale de l'Ukraine qui doivent sortir, je crois, entre 6 et 7 milliards de dollars d'ici la fin de l'année, c'est-à-dire 6 à 7% de leur PIB. Donc, le problème, si vous voulez, je vais reprendre l'expression de mon ami Nicolas Mirkovitch, c'est popcorn time pour Vladimir Poutine. Il mange du popcorn, vous voyez, et il regarde il regarde l'Ukraine. Il regarde les Occidentaux se débrouiller avec cette Ukraine, cette situation qu'ils ont eux-mêmes créée. Et encore une fois, sur les deux scénarios que je vous ai annoncés, c'est-à-dire la disparition de l'Ukraine en tant que telle, ou la fédéralisation, l'autonomisation des régions en Ukraine, dans les deux cas, c'est une victoire russe. Et donc si vous voulez, à la limite, on peut faire comme Vladimir Poutine, on regarde ce que ça va donner, mais globalement, il n'y a pas de scénario qui soit favorable à l'Occident de sortie de crise de l'Ukraine. L'Occident a perdu en Ukraine, a perdu en Syrie, semble avoir perdu au Venezuela et va certainement perdre en Iran. Voilà, les choses ont changé. Le multilatéralisme s'impose.
Alors il semble qu'Emmanuel Macron l'ait compris, mais maintenant c'est bien de le dire, il faut que dans les actes ça se voit. Alors dans les actes, eh bien là il y a un acte qui peut être important, c'est que le prochain G7 qui doit se dérouler aux États-Unis, plutôt à Miami, on dit même directement dans l'empire Trump, est-ce qu'on peut imaginer que ce G7 puisse marquer le retour de la Russie, c'est-à-dire en fait le retour du G8 tel que nous l'avons connu de 1997 à 2014, pardon. Oui. 2014. Alors, quelques considérations. Tout d'abord, il y avait de temps en temps l'impression qu'on avait un dialogue de sourds entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. La diplomatie russe a répété que le retourner à l'intérieur du G7, c'est-à-dire en fait créer un autre format, c'est-à-dire le G8, n'était pas un but de la diplomatie russe. Et du côté d'Emmanuel Macron, on avait l'impression que c'était la seule chose de sérieuse qu'il avait à proposer à Vladimir Poutine, comme si ça pouvait l'intéresser. C'est un format de discussion qui, à mon avis d'ailleurs, a pris un petit coup de vieux, parce que discuter des problèmes mondiaux, d'économie mondiale avec le Canada, mais sans la Chine et l'Inde qui vient de nous passer devant en plus au niveau des pays industrialisés, je vois pas quel est trop l'intérêt. Le G7 ne prend pas de décision qui soit applicable, c'est pas le Conseil de sécurité de l'ONU, donc ils peuvent inviter la Russie, ils peuvent inviter l'Ukraine. C'est la dernière fois quand la Russie a été invitée, elle a été invitée par Valéry Giscard d'Estaing avant le G7, ça a eu quand même des conséquences par la suite, mais ça ne s'est pas resté anecdotique. Oui, mais on n'est plus dans la même période. Le premier qui avait proposé d'ailleurs de sortir la Russie du G8, donc, c'était John McCain, feu John McCain, au moment de la guerre en Géorgie. Et tout le monde lui avait répondu, mais les Russes s'en moquent, c'est un format de discussion, les Russes viendront pas, ils iront ailleurs. Il y a le G20, Sarkozy a relancé le G20, comme le rappelait Thierry Mariani il y a pas longtemps, c'est une des bonnes choses qu'il a faites. Il y a différents formats de discussion, et est-ce que ce format-là, ce G7, est si utile que ça ? C'est ce que pense Trump. Si la Russie était avec nous dans la pièce, nous aurions pu régler certains dossiers. Donc ça a quand même un mérite aux yeux du président américain. Je crois surtout que Donald Trump voulait couper l'herbe sous le pied d'Emmanuel Macron. Puisque Emmanuel Macron était censé celui qui allait ramener la Russie, mais finalement il n'a rien proposé de concret à Vladimir Poutine. Et Trump lui arrive en disant il faut que la Russie revienne dans le G7. Donc à mon avis c'est encore aussi c'est plus de la communication. Et vous savez, les réunions comme le G7, elles sont préparées dans les ministères des Affaires étrangères, différents. Et ils vont pas résoudre un problème ou signer un document dont ils auront discuté pendant 24 heures. C'est préparé bien en amont par les différentes diplomaties et même la déclaration commune, à mon avis, elle était déjà quasiment prête avant même que les différents chefs de gouvernement et chefs d'État mettent un pied à Biarritz. De la même manière que c'est de la manière pourquoi Vladimir Poutine dit moi je veux bien qu'on se retrouve dans un autre format qui est le format Normandie sur l'Ukraine, mais ça doit être préparé. Si c'est juste se rencontrer 24 heures pour rester sur la position, c'est pas la peine. Il faut que nos diplomaties d'abord se mettent d'accord sur une résolution commune, et là ça vaut le coup de se rencontrer de manière, je dirais pas symbolique, mais on résout pas les problèmes internationaux dans une rencontre. Il ne reste pas moins, je terminerai par cela, que dans Libération, sous la plume du fils Geoffrin, Laurent, l'ennemi déclaré de la France, c'est la Russie. Comment on peut arriver à cela? Alors, il n'y a pas idéologie, etc. Mais quand même, comment un grand journal peut aboutir à cela, d'après vous? Où est-ce que ça cloche? Quelle est la responsabilité de la Russie? Est-ce qu'il y en a une? Écoutez, là non. Alors, pour aboutir à un tel jugement définitif? Vous savez, tout ce qui est, je crois que c'est Talleyrand qui disait, tout ce qui est excessif est insignifiant. Et voilà, c'est pas que Libération qui pose ça. Oui, non, mais de toute manière, il faut voir que pour une certaine catégorie de la gauche française, la Russie est l'ennemi absolu, parce que elle est considérée comme une puissance conservatrice. Écoutez, c'est pas un secret qu'au Quai d'Orsay, il y a un lobby très proche des idées progressistes, on va dire homosexualistes, qui est fondamentalement, rabiquement hostile à la Russie. Et ça, c'est déterminant, mine de rien, dans notre relation vis-à-vis de la Russie. Et donc, voilà, la Russie propose un modèle alternatif. On parlait de Solzhenitsyn, on parlait des déclarations de Vladimir Poutine en 2013 à Valdaï, où il dit que l'Occident chrétien perd ses valeurs, qu'ils adorent à égalité le diable et le Christ, qu'il est tolérant vis-à-vis de la pédophilie, etc., etc. Donc, il faut bien voir qu'il y a une opposition fondamentale, civilisationnelle, entre ces gens-là qui sont présentés par le journal Libération, le journal Le Monde, voilà, et qui pensaient que la Russie était partie négligeable, et aussi ils voient une Russie triomphante, riche,
dont les idées finalement finissent par séduire non seulement une partie des anciens pays d'Europe de l'Est, comme la Hongrie par exemple, mais même une partie des populations à l'intérieur de la France, à l'intérieur de l'Allemagne, des populations européennes blanches qui ne veulent pas être remplacées, être grand remplacées, puisqu'on n'a pas le droit de le dire. Vous savez ce qu'on va faire encore à la fin de cet entretien? Je sais, je vois déjà avec Xavier Moreau, de toute façon, la Russie, tout va bien. Non, la Russie, tout va pas bien en Russie. Vous voulez que je vous parle de ce qui ne va pas bien, mais dans ce cas, on va redémarrer notre émission. Vous savez, ce sera la critique qui sera faite, oui, avec Xavier Moreau, la Russie, tout va bien. Tout va pas bien en Russie. Il y a encore des lacunes économiques. Il y a un système financier qui, pour l'instant, n'arrive pas à se mettre en place, de financement de l'économie par l'épargne des entreprises ou des Russes. Mais la question, elle n'est pas là. La question, elle est du choix que l'on veut faire de notre civilisation. C'est-à-dire ce choix, justement, reparlons de Solzhenitsyn, que Solzhenitsyn posait en 1978 au discours d'Harvard. Il disait à l'époque, je préfère votre modèle de civilisation, donc occidentale libérale, au modèle communiste que je viens de quitter, enfin dont il était chassé, mais si jamais on a la chance un jour de remplacer notre modèle communiste, je ne proposerai pas votre modèle. Il voulait un autre modèle, de revenir justement à la tradition, au fondement réel de la Russie, comme moi je souhaiterais personnellement qu'on revienne à la tradition et au fondement réel de la France. Voilà, c'est cette question-là qui se pose. Et après, écoutez, c'est aux Français de décider ce qu'ils veulent. Mais c'est vrai que pour la gauche française, le problème c'est que la Russie propose un modèle alternatif. Et qui est, à mon avis, très intéressant, puisqu'il est libéral du point de vue économique et conservateur au niveau des mœurs et des pratiques diplomatiques. C'est-à-dire qu'on ne donne pas de leçons à la planète entière. On s'occupe uniquement de ses intérêts et on est avare du sang des Français. Ou des Russes, c'est le cas de Vladimir Poutine. Donc on intervient uniquement quand ses intérêts sont en danger. Revenons là-dessus. Et surtout, donnons le choix aux Français de choisir entre ces deux modèles de civilisation. La civilisation européenne, traditionnelle, ou la civilisation occidentale, à mon sens, décadente. Merci Xavier Moreau, qu'on a bien vu, chantre d'une troisième voix finalement. Merci beaucoup à vous.